Bonsoir à tous, merci de votre fidélité renouvelée et bienvenue dans votre émission de santé. Nous nous excusons de ces absences indépendamment de notre volonté. Dans ce numéro du 7 juin, nous ouvrons nos portes et fenêtres avec un thème, un sujet qui défraie la chronique, qui bouleverse et chamboule le quotidien des Guinéens et du reste du monde. Il s'agit du coronavirus. Chers téléspectateurs, nous recevons deux dames connues de tous. Il s'agit de Dr Makale Traoré et Mme Yansane Fatoumata Baldé. Elles ne sont plus à présenter. Vous comprendrez tout à l'heure dans ce premier numéro du mois de juin. Il faut rappeler donc que le ministère de la Santé, à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire, met tout en œuvre pour circonscrire la maladie Covid-19, sinon l'éradiquer avec la nouvelle stratégie Stop Covid-19 en 60 jours. Vous comprendrez également tout à l'heure dans ce numéro. Pour mieux cerner le thème d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, restez avec nous encore une fois. Bonsoir et bienvenue. Ensemble, mobilisons-nous pour éradiquer le Covid-19. Je le disais tout à l'heure, nous avons deux dames connues des Guinéens. Il s'agit de Dr Makale Traoré et Mme Yansane Fatoumata Baldé. On va parler, entre autres, le coronavirus. Le virus qui défraie, qui secoue le monde. Docteur Makale, je le disais tout à l'heure, vous êtes connu des Guinéens, mais pour ceux ou celles qui ne vous connaissent pas, qui est Dr Makale Traoré. Bonjour et merci de m'inviter à cette émission. Je commencerai par vous féliciter pour tout ce que vous faites dans ce cadre-là. Je suis donc Dr Makale Traoré. Je suis chef d'entreprise et professeur d'université au départ. Et puis depuis plusieurs années, je me mobilise dans la société civile. Je suis la présidente du réseau des femmes ministres et parlementaires de Guinée et de la coalition des femmes et filles de Guinée, communément appelée COFIG. COFIG. Alors, vous étiez en tout cas l'une des premières personnes à avoir contracté cette maladie, une personnalité qui a officiellement déclaré sur les antennes de vivre avec le coronavirus. Alors, dans quelles circonstances vous avez chopé ce virus maudit, comme certains l'appellent? Hein? Je ne sais pas dans quelles circonstances, parce que je suis quelqu'un de très, très prudent. Mais j'ai séjourné à Londres et à Paris au mois de mars. Et vous verrez, d'ailleurs, je vous ai envoyé cette photo. C'est le jour de mon retour à Conakry, le 20 mars. Aucun signe, je me sentais très bien. Mais par prudence, je me suis mise en quarantaine à la maison par rapport à mon mari et aux enfants. Et j'ai insisté pour faire un test, juste parce que je venais d'une zone pandémique. Mais je n'étais absolument pas malade. Donc, je ne suis pas capable aujourd'hui, même avec un retour sur les semaines que j'ai passées en Europe, je suis incapable de dire à quel moment j'ai chopé la maladie. À quel endroit? À quel endroit? Vous ne pouvez pas vous rappeler? Non, je ne peux pas. Ça c'est dire aux gens qu'on peut l'attraper partout et n'importe où. Vraiment, je ne sais pas. Je n'ai pas été en contact avec un malade, je n'ai pas été dans des lieux où il y avait des foules. Non, vraiment très prudente. Mais simplement par acquis de conscience en rentrant, je me suis dit, je viens quand même d'une zone, parce que c'était la période où vraiment ça mourait par grappe humaine en Europe. J'ai dit par prudence et pour protéger ma famille, c'était le premier réflexe, je fais un test. Difficilement, on a accepté de me faire un test parce que je n'avais aucun signe. Alors, vous êtes porteur asymptomatique, c'est vous d'ailleurs, les personnes comme ça qui peuvent propager, contaminer pas mal de personnes. Vous êtes médecin? Non, je suis docteur en droit international. Voilà, économique. vous n'êtes pas médecin, mais quand même, vous avez pu prendre des dispositions rapidement pour protéger votre entourage, notamment la famille et tout. Après le dépistage, comment ça a été?
Vous êtes allé directement dans un centre de traitement ou vous êtes resté confiné à domicile? Bon, c'est d'abord un choc. J'arrive, j'appelle l'agence pour faire un test. Les médecins viennent, ils voient que je n'ai pas de symptômes. Ce n'est pas la peine, docteur, de vous inquiéter, vous n'avez rien. Je dis non, je veux le test, je veux faire le test. On me fait le test, donc je rentre le 20, c'était le week-end. Le 25, on me fait le test. Et le 26 matin, on m'appelle, docteur, nous venons vers vous. Venir vers moi, j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose. Tout à fait. Il devait être 8h30 du matin. Je dis alors, le test est positif. Le médecin me dit, oui, on est vraiment désolé, le test est positif et on est en route vers vous pour voir comment organiser tout ça. Bon, c'est un choc, ça a été un choc pour la famille. Pour vous, pour la famille. Voilà, et moi-même une surprise. Parce que j'avais quand même l'espoir que le test aurait été négatif parce que je me sentais bien. Et malheureusement, il était positif. La seule chose qui m'est venue à l'esprit, je dis, il faut l'annoncer. C'est une bonne chose. Hein? Je dis parce que là, c'est important. On peut être sain et porteur. Donc contaminé, ça veut dire que la maladie est déjà chez nous. Et que certainement plusieurs personnes portent déjà cette maladie, parce que n'oublions pas que beaucoup de Guinéens vont en Chine. Effectivement. C'est des milliers de Guinéens qui vont en Chine et que cette maladie est déclarée officiellement fin décembre. Mais ce qui est sûr, c'est que la maladie était déjà en Chine avant qu'elle ne soit déclarée comme pandémie. Donc, plusieurs de nos compatriotes ont dû déjà importer cette maladie ici. J'ai tout de suite appelé la radio Espace. Je dis, il faut que je passe le message de dépistage. Et c'est comme ça que ça s'est mis en route. J'ai pris le téléphone. Ça a encouragé beaucoup de personnes. Pendant que ça pleurait à la maison, j'ai pris 10 minutes après que j'ai eu l'information. J'ai appelé, je dis, écoutez, j'ai envie de passer un message de sensibilisation. Et on m'a passé dès que l'émission a commencé. Et c'est comme ça que c'est parti. Et puis, évidemment, l'équipe était là, l'équipe de l'ANSS. Nous avons discuté et ils m'ont dit que toutes les dispositions étaient prises pour m'accueillir au CTE de Nongo. Je dis, il n'y a pas de problème, je connais bien le milieu médical. Je dis, c'est mieux d'être en milieu médical que de rester à la maison. Et tout de suite, c'était quoi? Ça m'a été annoncé à 8h30. À 10h30, j'étais déjà au centre. On va en parler tout à l'heure davantage. Je le disais tout à l'heure, le ministère de la Santé, à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les partenaires techniques et financiers, les structures privées, la société civile, luttent tous pour en finir avec cette pandémie. OCAS n'est pas en reste. OCAS, Observatoire citoyen d'accès aux services de santé, apporte quelque chose dans cette crise. Madame Diansani, est-ce que vous pouvez nous rappeler les prérogatives de cette structure? Merci, et encore je ne cesserai de regarder ma sœur avec tellement d'admiration et de fierté, parce qu'elle a osé. C'est après que la voie s'est ouverte pour tout le monde. Les gens, voilà. Donc je vais vous dire que OCAS est un dispositif citoyen qui est soutenu par le Fonds mondial de lutte contre les 3 pathologies, le VIH, la tuberculose et le paludisme, et Expertise France à travers Initiative 5%. Initiative 5% est un fonds que la France retient sur sa participation au Fonds mondial afin d'appuyer les pays francophones pour le renforcement du système de santé. Et le Fonds mondial, depuis la crise sanitaire de 2014 que la Guinée a connue, a estimé que la Guinée n'est pas tombée dans cette crise grave et perdurée là-dessus parce qu'on n'avait pas... parce que c'est pas la maladie qui nous a créé problème, mais c'est le système de santé défaillant qui a accentué la situation. Et on s'est rendu compte que le système de santé, tel qu'il est vécu,
ne répond pas à nos aspirations. On dit maintenant, pour que le système de santé soit fort, il faut que le bénéficiaire même ait la possibilité de témoigner de ce qui s'y passe et que cela soit notifié aux autorités sanitaires et qu'ensemble, on fasse des propositions pour améliorer l'accès aux soins de santé et plus loin, faire même des réformes pour la construction d'un système de santé résilient. Donc, OCAS, qui est Observateur citoyen d'accès aux services de santé, est un projet sous-régional. Et en Guinée, c'est la COFEL qui porte le projet. Okay. On couvre 54 sites sanitaires à travers le pays avec 63 employés, notamment 54 collecteurs et 9 superviseurs pour la zone spéciale de Conakry. Donc nous sommes formellement habilités à collecter des données avec des outils qui ont été validés avec l'assistance de tous les partenaires au développement des agences des Nations Unies et les autres partenaires comme Gavi, CDC, Atlanta, tout le monde, les directions nationales au niveau du ministère de la Santé. Bref, tous les partenaires santé se sont accordés que les indicateurs qui sont sur les outils sont vraiment bien élaborés pour qu'on puisse remonter des informations fiables et vérifiables à tout moment. Donc, chaque trimestre, nous mettons à la disposition du ministère de la Santé le relevé des dysfonctionnements. S'il y a manque de molécules, on en alerte, on procède directement au déploiement des molécules, notamment TB, VIH, paludisme. Et s'il y a des violations des droits humains liées aux maladies stigmatisantes, nous avons des indicateurs qu'on remonte. Et s'il y a des difficultés à avoir la gratuité des soins qui sont déclarés gratuits, comme la césarienne, le VIH, la tuberculose et le paludisme, nous pouvons interpeller la structure qui fait payer et remonter l'information au niveau du ministère de la Santé. Ok. Est-ce que ces dispositifs dont vous disposiez, lorsque vous remontez les informations, le ministère de la Santé tiennent compte de vos différentes préoccupations, Madame Diansani? Absolument, parce que c'est celui qui donne les fonds au gouvernement pour soigner les populations, qui nous donne les fonds pour animer ce dispositif et rendre compte pour que ce qui est réellement consacré à la santé le soit effectivement. Alors, nous avons réussi quand même à avoir une certaine collaboration très positive avec le ministère. Les trois programmes VIH, Palu et tuberculose, lorsque nous amenons une fiche d'alerte, par exemple, au niveau du programme VIH pour dire que dans telle structure sanitaire, il y a rupture de molécules d'ARV, et automatiquement, des fois, c'est par exemple à l'hôpital, le collecteur constate qu'il n'y a plus de molécules. Il peut tout de suite nous alerter. Nous commençons d'abord par la base, le chef de l'hôpital. Pourquoi il n'y a pas de molécules ARV? Il va donner la raison. S'il peut régler, il règle. S'il ne peut pas, on passe au niveau de la direction préfectorale de la santé. S'il n'y en a pas, on remonte au niveau du DRS. Souvent, le problème, il est résolu à ce niveau. Mais quand ce n'est pas résolu, on remonte vers le programme. Le programme contacte la PCG, la pharmacie centrale de Guinée. Je vais vous donner par exemple un exemple. Un jour, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de molécules d'ARV au niveau de l'hôpital régional de Farah et de Kanka. Quand on a remonté l'information, le coordinateur du programme tombait des nues. Il dit, mais je viens d'envoyer une provision suffisante avec même le bon d'acheminement des médicaments. Il dit, regardez. On dit, en tout cas, l'hôpital n'est pas pourvu. Dès qu'il a appelé le directeur régional de la santé, qui a tout de suite contacté le directeur de l'hôpital, il a suffi qu'il parte au dépôt. Pour qui connaît Kankan, le dépôt régional de la PCG et l'hôpital, c'est moins de 100 mètres. Ils sont tout de suite allés ouvrir le dépôt pour venir mettre les ARV en place. Les patients ont été servis. Il y a une dame qui a eu une situation de rupture comme ça et on ne voulait pas qu'elle arrête le traitement. On lui dit, bon, viens à Kankan, on va te référer à une structure qui a des ARV pour qu'on puisse quand même continuer ton traitement. Arrivé là, l'agent de santé se permet de lui vendre une boîte d'ARV. Justement, c'est ce que je voulais vous dire. Elle lui a vendu la boîte d'ARV.
Quand elle a acheté, elle nous a remonté l'information. Nous avons informé qui de droit et il a été question que ce monsieur retourne l'argent de la dame dans son téléphone Orange Money. Quand vous prenez une zone comme Kérouané, celui qui était là, qui est chargé de la prise en charge de la tuberculose, il faisait payer. Quand notre collecteur a remonté l'information et qu'on a informé Madame la coordinatrice nationale du programme TB, elle l'a licencié. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est pas forcément que c'est une caution des autorités ou que c'est leur vouloir, mais parce qu'il n'y a pas un système d'information fiable permettant de les alerter à temps. C'est ce que OCAS a réussi à instaurer. Alors, on y revient tout à l'heure. Docteur Makale, le monde n'était pas préparé à cette pandémie, encore moins. La Guinée, cela a rendu plus ou moins difficile tout au début de la maladie, de la pandémie, en termes de prise en charge, nourriture, équipement et même des soins. Alors, votre séjour dans le CTP de Nongo jusqu'au niveau de Donka, comment ça s'est passé? Bon, depuis quelque temps, j'aime dire que tout ça est peut-être derrière nous. D'accord. Hein, c'est extrêmement important. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit le monde n'était pas préparé, encore moins la Guinée. On n'était pas du tout préparé. Donc, comprenez par là que vraiment, on n'y était pas. Et c'est avec mon arrivée au CTE que j'ai eu le premier lit. Donc, on n'était pas du tout prêt. Et beaucoup de difficultés. Et j'avoue que les débuts étaient très difficiles. J'ai failli prendre ma valise et sortir de là. Et bon, j'ai été sensibilisée par les autorités. C'est vrai que ça n'aurait pas donné une bonne image. Mais comme j'aime dire, je ne suis pas rentrée au CTE pour mourir. Je suis rentrée pour sortir, pour guérir. Il faut reconnaître une chose. Dès mon arrivée, donc les autorités ont pris quand même les choses à bras le corps, pas simplement à cause de moi, mais parce que mon intervention a déclenché une demande de dépistage incroyable. Dès le lendemain, je me souviens quand j'étais avec les médecins le jour même où on m'a annoncé ma maladie, Ayarabi m'appelle pendant que j'étais avec les médecins, il me dit, écoute, moi je viens de t'écouter à la radio, donne-moi le numéro de Dr Sakoba, je l'appelle, demain je fais mon test. Elle a fait son test, elle était positive. C'est le deuxième malade qui est venu après moi. Et heureusement, parce que c'est une dame d'un certain âge, effectivement, avec des maladies chroniques. Si elle était restée à la maison, Dieu soit loué, elle est venue au CTE et elle a commencé le traitement dès samedi avec moi. Donc on a eu 2 jours de battement. Je suis rentrée jeudi et miraculeusement, dès jeudi, j'ai développé la maladie d'une façon fulgurante. Wow. Jeudi, vendredi, samedi, les traitements ont commencé. Et les autorités vraiment se sont mobilisées pour aménager Donka parce que Nongo n'était pas vraiment indiqué. Préparé. Nongo n'était pas indiqué. Donc cet effort-là, je voudrais le saluer. Et on est arrivé à Donka, là aussi c'était un peu tiré par les cheveux. Mais bon, finalement les choses sont rentrées petit à petit en ordre avec l'implication y compris du Premier ministre et du Président de la République. Tout le monde. Et je voudrais saluer ce que Fatou a entrepris dès le début, parce qu'il fallait à ce moment-là des bras complémentaires, parce que les difficultés étaient énormes au niveau de l'hygiène, au niveau du suivi, au niveau des traitements, au niveau de la nourriture. Vous avez des malades qui viennent de loin, qui n'ont pas parfois leur famille à Conakry, qui n'avaient pas à manger. Et son initiative, je voudrais encore saluer et vraiment la remercier pour ce grand service qu'elle a rendu. Puis avec des cas de coronavirus, il y a un repas spécial pour ces personnes. Non, mais avant un repas spécial, il faut un repas.
faut que les gens normal, mangent. Voilà, il faut que les gens mangent. En tout cas, j'ai vu une de ses publications, elle était très remontée, on n'en parle plus. Le docteur a dit, on laisse tout ça là derrière nous. Alors, docteur... Elle s'est beaucoup battue avec des moyens du bord et j'aimerais vraiment rendre hommage à ça. Et merci beaucoup Fatou et toute ton équipe. C'est un devoir. Mais justement, elle l'a dit, hein, c'est un devoir patriotique. Donc, Madame Yansane, dites-nous concrètement, là pour l'accompagnement de OCAS aux autorités sanitaires en cette période de crise sanitaire. Ok, bon, vous savez, moi-même je suis rentrée le 20 mars du Sénégal. On était là avec le ministère de la Santé pour finaliser la note conceptuelle de la Guinée pour les 3 années pour la demande de subvention. Donc c'était une importante équipe des partenaires, du ministère de la Santé, des OSC impliqués. Et donc quand nous sommes rentrés, j'ai décidé que je reste à la maison. Je ne sors pas. Il faut dire que dans un premier temps, on dit qu'il faut rester en dehors de... Enfin, il faut éviter les contacts. Cela, je l'ai respecté quand même. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à la chose. Et j'ai vu que les gens étaient à Nongo. Il y a déjà 2 ans, j'ai eu un malade qui était pris en charge à Nongo. Quand je suis rentrée là-bas, j'ai vu les bâches comme les camps de réfugiés, la chaleur, les conditions difficiles. Et moi-même, ayant des problèmes, qu'il y a des molécules d'antibiotiques que je ne peux pas prendre pour des raisons... De santé? C'est que je peux faire un choc anaphylactique. J'évite d'aller là où je peux attraper une infection bactérienne, virale. Oui. Donc, quand je suis rentrée pour aller voir cette personne qui m'était très chère, c'était une de mes protégées, les conditions étaient telles que j'ai failli tomber en syncope. Je dis, je ne peux plus retourner là-bas et je ne peux pas l'abandonner. Entre-temps, cette personne est tombée dans le coma. J'ai dû négocier pour la mettre au service de réanimation de l'hôpital sino-guinéen. Donc, ce qu'il y avait à Nongo, je savais que c'était invivable. Je suis allée sur ma page, j'ai écrit « Le centre de Nongo ressemble à un camp de réfugiés. C'est des bâches. Nous sommes au mois de mars. La chaleur. Et pour qui c'est que... La chaleur, Donc, je me suis tellement éclatée que ça a eu de l'écho. Ça a été partagé partout. Il y a même des sites d'information qui ont récupéré mes termes là pour aller faire des articles. Je crois qu'on a tellement chauffé là qu'il fallait vraiment penser à donner à changer l'image, à changer le lieu de l'hospitalisation. Donc les malades sont venus vers Donka. À Donka, on a un collecteur. Je lui ai dit, je suis prête à doubler ton salaire pour que tu acceptes d'aller faire des observations sur l'arrivée, le dépistage, la prise en charge, comment les gens sont là-bas. J'ai dit, et si tu veux, je vais te seconder avec quelqu'un, mais je veux avoir des données réelles. J'ai dit, donc, pour le moment, je te paierai des gants, le gel et tout, puis les masques. Voilà comment on a commencé maintenant à savoir, quand tu viens, tu fais combien de temps avant qu'on te dépiste. Quand on te dépiste, combien de temps pour avoir le résultat. Quand tu as le résultat, la prise en charge. Bon, étant donné que c'est des maladies compliquées, on ne peut pas venir rendre visite au malade et lui apporter à manger. Comment ça se passait? Ah non, je tombais des nuits, je dis, mais attendez, ça devient maintenant un lésier. Ce n'est plus un hôpital. Donc, je dis, bon, écoutez, je dis à mes collègues, il faut qu'on fasse un truc incubateur. Le jour où on va le faire, le lendemain, tout le monde va se lever pour nous accompagner. Même si on n'a pas d'argent là, on va prendre ce qu'on a, on prépare. Il y avait 22 malades. Le soir, on dit que c'est monté à 55. On est allé quand même, on a fait 80 repas. On arrive. On arrive et quand on dit que les gens ont besoin de repas spéciaux, non. C'est que tout repas normal, il ne faut pas beaucoup de sel, il ne faut pas beaucoup de sucre, il ne faut pas beaucoup d'huile. Et quand on a le goût altéré, on a besoin d'aliments qu'on peut manger, avaler très vite pour au moins pouvoir prendre ces médicaments. Donc voilà comment on a commencé. On a estimé que ça, c'était un apport.
Et automatiquement, il y a une chaîne de solidarité autour. Après, il y a la fondation à la source de la vie aussi qui a commencé à faire. Après, maintenant, les compagnies des eaux nous apportaient de l'appui, des personnes ressources nous donnaient de l'argent ou des vivres. Vraiment, la chaîne s'est constituée. Ensuite, un moment, je t'ai même appelé. Oui. J'ai dit, tu sais, Fatou, il y a suffisamment de repas maintenant. Il faut peut-être passer à autre chose. À autre chose, oui, oui. Après, à autre chose, là, on dit, bon, on va maintenant amener de l'eau. Parce que quand on prend les médicaments, il faut boire beaucoup d'eau. Sinon, ça peut même altérer les reins. C'est-à-dire, les médicaments, il faut boire. Voilà comment on a commencé et tout. Ensuite, c'était l'hygiène. Là aussi, on a dénoncé. Et moi, je venais, je me couvrais comme ça, je viens, je prends les photos, je vais, je dénonce, je dis voilà comment l'hôpital se présente et tout. Par la grâce de Dieu, je félicite également les efforts qui ont été déployés pour améliorer la prise en charge nutritionnelle, même la prise en charge elle-même, et aussi l'hygiène qui s'est beaucoup améliorée. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Vous savez, les maladies comme ça, déjà, comme elle dit, c'est un choc. On a même fait le plaidoyer pour qu'on mette une équipe psychosociale en place pour savoir annoncer. Beaucoup de choses se sont améliorées, mais vous ne vous rendez pas compte. Avant, on vous envoie un SMS pour dire vous êtes positif. Waouh! Ou on vous appelait au téléphone pour dire venez à Donka, vous êtes positif. Imaginez que vous êtes au niveau Pour de tout l'échangeur le le début, 8 le guide n'était pas novembre. préparé. On vous dit ça et que vous confondez l'accélérateur au frein. Ça devient un problème. Donc il fallait d'abord humaniser même la façon d'annoncer aux gens. Tout ça a changé aujourd'hui. C'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Parce que il faut savoir tirer ce qui est bon. Et maintenant, lorsque vous voyez que ça s'améliore, il faut assouplir les critiques et les attaques pour embaumer ce qui est bon là et essayer d'aider encore à l'amélioration. Pas toujours venir avec des critiques, mais améliorer. Donc aujourd'hui, j'ai été très touchée que l'ANSS m'ait appelé la dernière fois pour que je vienne un peu voir ce que la société civile peut faire dans le cadre de la riposte du Stop Covid en 60 jours. 60 jours, oui. Je leur ai dit, tant que vous faites de la stratégie et qu'il n'y ait pas l'appropriation des populations, c'est voué à l'échec. En matière de pandémie, les médecins soignent la maladie. Mais les contours liés à la pandémie, le comportement, les habitudes sociétales qu'il faut changer pour se conformer aux exigences de la pandémie, ça c'est un rôle communautaire. Et c'est là où les organisations de la société civile peuvent travailler. Lorsque vous dites à une personne, si on te confine chez toi, ta femme ne peut pas venir te servir à manger. Si elle doit amener, c'est de te déposer la nourriture, tu manges, si toutefois on te confinait à la maison. Mais je vais vous dire, même ce mécanisme-là, je ne suis pas d'accord pour le cas guinéen. Parce que les gens sont trop figés sur leurs habitudes. Or, nous sommes dans une situation où il faut rompre avec les habitudes, changer de comportement pour aller vers une éradication de la maladie. C'est dommage que, si vous avez même remarqué, depuis le début de cette pandémie, je n'ai pas dit à quelqu'un de se laver les mains. Je considère qu'on a tellement travaillé sur ça pendant Ebola, que celui qui n'en a pas fait une habitude de tous les jours, je considère que cette personne, elle est réfractaire à l'hygiène corporelle et environnementale. C'est vrai que l'ANSS est restée très stratégique. C'est ce qui a aussi amené beaucoup de problèmes. L'opérationnel est extrêmement important lorsque on est dans un programme. Vous ne pouvez pas décider et exécuter. Vous décidez, vous donnez les grandes lignes et vous laissez exécuter. Et vous faites contrôler. Et vous faites contrôler. 3 échelles. Oui, c'est à suivi, 3 évaluation, niveaux. tout ça là. Voilà. Nous prenons la stratégie, on s'en approprie, Tout à fait. on l'exécute sur le terrain. Un autre œil qui n'est ni le stratège ni l'opérationnel arrive pour faire le constat et évaluer par rapport à ce que le stratège a écrit. Qu'est-ce que l'opérationnel a fait correctement? Je vais donner un exemple. Le lendemain de notre arrivée à Donka,
je reçois l'appel d'un très haut responsable. Il dit, ah, docteur, ça va maintenant? Vous êtes installé? Je dis non, parce que on est allé dire que tout était fait et que nous étions bien installés. Voilà. Je dis non, faites vérifier quand on vous dit que quelque chose est fait. Justement. Je dis, c'est pas encore le cas. Et c'est ainsi que je suis devenue la personne qui donnait l'information sur la réalité. Le suivi. Voilà, le suivi. L'inspectrice. Je dis, mais moi, je suis malade. Je suis malade. Donc, c'est avec moi que le contact s'est rétabli pour suivre un peu ce qui s'est passé sur le terrain. Sinon, les stratégies ne servent à rien. Alors, il faut que les stratégies servent à quelque chose. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut quand même rappeler, aujourd'hui, le pays a enregistré 4115 cas sur 2857 guéris, seulement 23 décès. Il faut quand même féliciter dans cette émission Dr Makale, Madame Yansane, féliciter et encourager le personnel soignant, n'est-ce pas? Oui. Oui, je suis très bien placée pour parler du personnel soignant. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque j'ai entendu certains mots par rapport à leur engagement politique, j'ai tout de suite élevé le ton pour dire pardon, ne politisons pas cette histoire. Les soignants ont été à la fois médecins, hygiénistes, menuisiers, non, je veux dire hygiénistes, monteurs de lit, aides-soignants, monteurs de lit, menuisiers, parce que les premiers moments, c'était les seuls bras qui étaient là. Ils ont été braves et il y en a qui ont été malades. Et on sentait qu'il manquait de moyens, mais leur engagement n'a jamais fait défaut. Et ça, il faut leur rendre hommage. Moi, c'est quelque chose qui m'a profondément touchée. Et vraiment, avec très, très peu de moyens. Et jusqu'à maintenant, parce que je trouve qu'ils ne sont pas rétribués à la hauteur de leur engagement. Et c'est le plaidoyer que je ferai. Les personnes aujourd'hui qui sont vraiment à soutenir, à accompagner et à écouter, à entendre leur plaidoyer, c'est vraiment le personnel soignant. Il a beaucoup donné. Vraiment, le personnel soignant a beaucoup donné. Alors, aujourd'hui, vous avez dit une chose. Vous avez dit il n'y a eu que 23 décès. 23 décès. C'est ce qui a été officiellement, c'est ce que se trouve sur le bulletin. Oui, c'est déjà beaucoup, 23 décès. Oui. Paix à leur âme. Nous devons ce nombre de guéris au dépistage précoce. J'y crois beaucoup. Je crois que personnellement, si je n'avais pas été dépistée et que ce jeudi-là, quand la maladie a été fulgurante, et que c'était en ce moment qu'il fallait faire le test, puis donner le résultat, attendre les résultats, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai plaidé pour le dépistage. Et aussi, compte tenu du fait que nous avons un système de santé très rudimentaire, on n'était pas préparé. Le secret était dans le dépistage. Et je crois qu'avec une population extrêmement jeune, ce dépistage explique aussi le nombre de guéris que nous avons. Et nous souhaitons que tous ceux qui restent à l'hôpital s'en sortent parce que c'est une maladie. J'ai même pas nommé la maladie. Tellement alors, elle est dure. Docteur, quand vous revenez sur seulement 23, c'est par rapport à certains pays qui ont enregistré plus de décès. Bien sûr. Donc, c'est dans ce cadre. Bien sûr. Madame Yansane, aujourd'hui, vous regardez de notre œil les CTP ou les centres de traitement. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on va laisser aussi les téléspectateurs vous poser des questions? Certainement, moi, je rejoins ma sœur pour féliciter le personnel soignant. Et Dieu sait, dans ces différentes visites, j'ai eu à me faire beaucoup d'alliés. Quand je viens les voir, je dis pourtant ils savent qu'ils côtoient la maladie, mais ils sont là. Et ils sont là, ils ne se lassent pas. Quand je viens par exemple, je dis, je veux aidez-moi, j'ai ce paquet pour telle personne. Madame, laissez, on va le faire. Et la personne destinataire va m'appeler pour dire, j'ai reçu, merci. C'est pas leur travail. C'est pourquoi le jour de la fête de Ramadan, en réfléchissant, je dis qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui vont accepter de renoncer à leur fête de Ramadan pour aller
rester à côté de nos malades. Je dis, aidez-moi. J'ai trouvé une Sénégalaise. Je dis, prépare-moi 3 marmites de tchèp avec beaucoup de viande. Je suis allée à 11h30. Je suis venue. J'ai dit, dites-moi les sites, tout. On a cherché les assiettes pour nourrir 350 personnes. Bravo. On dit, ça c'est votre repas de fête, vous le méritez. Et dites-vous bien, les malades, on dit, mais est-ce que c'est pas... Habituellement, il envoie pour nous. J'ai dit, non. Aujourd'hui, c'est le traiteur de l'ANSS qui va vous nourrir. Ça, c'est pour les docteurs qui vous soignent. Applaudissez. Donc, voyez-vous... mérite beaucoup. Et les choses quand même commencent à changer, parce qu'actuellement quand on va... Les choses ont beaucoup changé. Donc il faut féliciter ce personnel médical. Si sans ce personnel, ça ne peut pas, c'est pas possible. On va revenir un peu à la Imaginez, communauté. vous avez 500 malades, 400 personnes, 500 personnes. Rajoutez ça au personnel médical. Nous avons des besoins biologiques. Nous produisons des déchets. Nous nous couchons. Vous vous rendez compte? C'est un travail gigantesque. Un travail difficile. À gérer. Vous savez, le laborantin qui faisait les prises, quand je suis arrivée, il y avait des jours où il prenait 100 personnes. Il était seul pendant les 2 semaines, les 2 premières semaines de notre présence et que les gens venaient se dépister. Il était tout seul, épuisé. Et le personnel, pendant toute une semaine, n'était pas encore protégé. On a dû plaider pour le personnel en tant que malade. Pourtant, ils venaient nous soigner. C'est comme ça que plusieurs ont attrapé la maladie. Le virus, d'accord. Ouais. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, à un moment donné, la stigmatisation. Est-ce qu'il n'y a pas un facteur aussi de blocage au dépistage précoce du Covid-19 ? Certains préfèrent rester à la maison et vouloir gérer la maladie plus tôt. Tu es dépisté et mieux tu es sauvé. N'est-ce pas, docteur Bon, moi je ne pense pas qu'il y ait une maladie honteuse. Non. Une maladie ne peut pas être honteuse. Une maladie est naturelle. C'est-à-dire, on est chrétien, on est musulman, on est croyant. Quand tu as une maladie, c'est-à-dire, c'est humain. C'est humain. Donc, je crois que c'est plutôt l'ignorance et le manque de sensibilisation. Oui. C'est l'ignorance. Moi, j'ai été malade. Dans votre cas, quel a été le regard de la communauté je vous assure surtout que... de votre entourage avant, pendant et après le CTP? Non, moi, j'ai rien ressenti. Hein. D'accord. Mais je ne suis pas quelqu'un aussi qui observe les autres. Non, pas ça. Qui soupçonne. Oui. Non, je suis quelqu'un qui avance. Bon, c'est moi-même qui l'ai dit. Peut-être que j'aurais pu me taire dessus, mais ça ne correspond pas à mon caractère. Je dis, je peux sensibiliser, je peux sauver des gens. Je le fais tout. Je me dis, ça a duré 10 minutes. En 10 minutes, j'aime. Non, la stigmatisation pour cette maladie, je crois, est liée à l'ignorance. Sinon, je ne vois pas pour quelle raison. Et il faut que les gens comprennent que celui qui est malade, en respectant les gestes barrières, peut ne pas vous contaminer. Il faut que les gens osent aller dans les structures sanitaires. Je le dis depuis longtemps, nos cadres qu'on a perdus, c'est quelque chose... Si Dr Siki était là aujourd'hui, elle aurait témoigné. Elle sera notre invitée je lui ai dit, dites aux cadres de ne pas être à la maison, de venir au centre. Le peu de mécanismes qu'il y a là, le peu de moyens qu'il y a là, va être mis à leur disposition pour les sauver. S'ils restent à la maison, déjà on n'a pas suffisamment de personnel à l'hôpital, on ne pourra pas déplacer le personnel vers eux. Donc la maladie va évoluer et ils prennent des risques importants. Elle le témoignera. Je lui dis, il faut qu'ils viennent. Quand on vous appelle, quand les cadres vous appellent pour envoyer, refusez, dites-leur de venir dans les centres, dans les hôpitaux. Et malheureusement, on a perdu plusieurs pas mal de personnes, comme ça, beaucoup de personnalités. pas mal de personnes. Mais la stigmatisation, je pense, est liée à l'ignorance. Je ne pense pas que je fasse peur, je n'y pense pas. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y a par exemple, j'ai un ami qui est journaliste, qui donc a vu sa femme qui développait des symptômes ressemblant au palu. Il dit, on est en période de crise, on va se faire dépister. Absolument. Ils se sont fait dépister, ils étaient tous positifs, y compris leur tout petit bébé de 11 mois. Wow.
il a été très responsable. Il dit, puisqu'on habite une cour commune, il a donné à l'ANSS les contacts de toutes les personnes qui ont été proches de lui. Et automatiquement, l'ANSS les a appelés. Mais le petit a eu des problèmes. Et quand il est sorti d'hôpital, c'est le propriétaire même lui a dit de quitter les lieux. Alors, il m'a dit, j'ai dit, mais il faut médiatiser ce qu'ils sont en train de faire pour nous. Parce que tant que tu te tais et tu me parles de toi à moi, on n'a pas mandat de les dénoncer et de dire ce qu'ils font n'était pas bien. Et je vais vous dire, l'information sur une maladie permet de sauver les populations à 50%, 60%. Je connais une dame retraitée, une intellectuelle qui a pris sa retraite. Elle a les 70 ans révolus. Elle s'est confinée depuis 3 mois, elle ne sort pas de chez elle. Elle ne va pas au baptême, elle ne va pas au mariage, elle ne va nulle part. Elle dit, j'ai beaucoup de comorbidité, donc beaucoup de maladies chroniques, oui. Je ne sors pas. Malheur, ceux qui sont avec elle à la maison quand même sortent, rentrent. On teste une personne dans la cour, elle est positive. Elle dit, si celle-là est positive, c'est que je le suis. Oui. On dit, mais pourquoi? Que non. On échange son enfant et le cordon entre nous. Quand elle n'est pas là, c'est moi qui m'occupe de l'enfant. Ouais. La dame s'est levée ça, mais sachant que si elle informait ses enfants, ils allaient refuser qu'elle parte. Ouais. C'est une fois arrivée à l'hôpital, elle a appelé pour dire à ses enfants, bon, je suis là, j'attends un dépistage. La bonne femme, elle a attendu 3 jours sans prélèvement. Ouais. 3 jours, elle était hospitalisée sans prélèvement. Le 4e jour, puisqu'elle connaît ses droits, elle parle français, elle sait lire, elle s'est défoulée. Automatiquement, on lui envoie psychologue, néphrologue, cardiologue, pneumologue pour l'entretenir. Elles sont bien entretenues. On dit, attendez, demain à la première heure, vous serez prélevé. Une fois prélevée, elle était positive. Oui. Elle dit, non, là où elle était, dit maintenant, vous allez chercher une équipe pour aller dans ma famille. Vous prélevez tout le monde. S'il y a des positifs, amenez-les ici. On va faire, comme on dit, co-hospitalisation. Est-ce qu'on va avoir le temps pour les téléspectateurs? Oui. Donc, non. Et du coup, il y avait quand même 2 parmi les enfants. Elle les a récupérés. Malgré qu'elle a des comorbidités, le fait d'avoir été dépistée à temps, jusque-là, elle est asymptomatique et elle continue quand même le traitement. Oui, ça, elle dit qu'elle ne cessera jamais de dire merci à ses parents de l'avoir mise à l'école pour qu'elle comprenne ce qui se passe. L'information, elle est très importante et capitale. Alors, je ne sais pas si le numéro est déjà affiché pour permettre aux téléspectateurs de nous joindre au 620 58 90 73. Bien, avant que le téléphone ne sonne, on n'a presque plus le temps, ça causait ici, ça informait. Ouais, et puis, nous sommes tous... Alors, docteur Makale, madame Yansane, les gestes barrières, on constate quand même certains récalcitrants en font un style. Ils mettent les bavettes au bas du menton. C'est quand ils voient les policiers qui les mettent. Qu'est-ce que vous qui êtes sorti, guéri du Covid-19, quel message rapidement vous pouvez leur prodiguer? Je voudrais dire d'abord aux populations guinéennes que c'est une maladie qui existe. Que ce n'est pas une maladie... Alors, docteur Makale, c'est pas pour vous couper la parole. On va prendre cet appel. Oui. C'est parti, vous pouvez continuer. Donc, que cette maladie existe. Et que surtout, de cesser de penser que la maladie n'atteint que les personnalités ou les personnes riches. Quand vous avez ou la race blanche, si vous voyez le nombre de malades, il n'y a pas beaucoup de cadres dedans ou de personnalités dedans. Hein. Vous avez quand même 4000 et quelques qui ont eu qui ont eu cette maladie dans notre pays. Donc il faut qu'ils y croient. D'abord. Il faut qu'ils y croient. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir, rapidement, votre nom, d'où vous nous appelez? Mohamed Konaté, qui vous appelle de Coloma sur le Paiement. Alors nous vous écoutons, monsieur Konaté. Je remercie votre invité, madame Aja Makale, qui est... Allô? Allô, nous vous écoutons, allez-y. Je dis, je remercie vos invités déjà. D'accord, merci à vous aussi. Particulièrement Mme Makale, qui est déjà la maman nationale qui a
Donc, à travers de ces communications déjà, ces tweets, elle a beaucoup servi la population guinéenne à travers de ces sensibilisations. Nous nous remercions très infiniment. Nous voulons quand même qu'elle continue ce genre de choses, qu'elle multiplie aussi la sensibilisation comme elle est en train de le faire. D'accord. Vraiment, nous sommes fiers d'elle. Actuellement, la jeunesse est tellement fière d'elle. Nous nous remercions très sincèrement. En fait, c'est un message de félicitations à elle. Et d'encouragement. Merci à vous, monsieur Konaré, d'avoir appelé. C'est sa contribution. Il vous félicite, c'est vrai. Et votre message quand même a porté. Hein. Alors, merci beaucoup, M. Konaté. Surtout, respecter les gestes barrières. La maladie est encore là. Notre pays n'a pas beaucoup de moyens. Le peu de moyens qui est là, il faut que ça puisse aller aux malades et que ça puisse suffire pour les malades. Pour cela, il faut qu'il y en ait moins. Pour qu'il y en ait moins, il faut respecter les gestes barrières. Les masques, le gel, le lavage de mains régulier, oui. Et la distanciation. Vraiment, c'est pas beaucoup demandé. Oui. C'est pas beaucoup demandé, c'est ce que dit docteur Makale. Allô, oui, monsieur. Allô. Allô. Allô? Allô, oui. Bonsoir, madame. Votre nom, d'où vous nous appelez? Bonsoir. Oui. Madame Diallo. Oui, madame Diallo, nous vous écoutons. On vous appelle depuis Yamdala Information. D'accord. Votre question? C'est parti, madame Yassani. Moi, je voudrais qu'on rectifie. Il ne faut même pas appeler. Si vous appelez bavette, c'est normal qu'on mette ici parce que quand on bave, ça arrive là-bas. Ça s'appelle un masque. Un masque. C'est un masque. Le masque doit couvrir le nez et la bouche. La porte d'entrée de la maladie, c'est les yeux, le nez et la bouche. C'est pourquoi aujourd'hui, le geste dangereux, c'est se toucher les yeux. Se toucher les yeux parce qu'on ne sait pas à quoi on a touché. Se toucher le nez sans qu'on ait désinfecté les mains. Ou, en tout cas, c'est là. Lorsque vous avez ça, ça vous protège. Et avant de toucher les yeux, même se laver régulièrement la figure c'est pas interdit. Il faut le faire. Il faut respecter les gestes. C'est partout. Le virus est avec nous. On se promène avec. On arrive, il faut laver les mains. En sortant, on peut toucher quelque part. On ne sait pas. Même des fois, le volant de sa voiture. Allô, oui. Oui, monsieur, rapidement, votre question. Moi, je me nomme simplement Gary Savia. Vous appelez d'où? Monsieur Diane, nous vous écoutons. Allô? Alors, c'est parti. Le dernier message, Madame Yassani, docteur Makale, on est pris par le temps. Je pense que je vais donner beaucoup plus de temps à ma sœur de s'exprimer parce que ça va servir en même temps de sensibilisation. Vous savez, il y a un proverbe de chez nous qui dit que celui qui a vu la panthère au loin et celui qui a entendu son rugissement et celui qui s'est échappé de ses griffes, vous ne courez pas à la même vitesse. Donc jusque-là, nous on l'aperçoit au loin. Elle s'est échappée. Je pense que je vais lui donner beaucoup plus de primauté pour qu'elle puisse passer le message. De sensibilisation. Oui. Vous savez, Madame Sissoko, j'ai amené cette photo. Oui, est-ce que la régie, on peut faire passer... J'ai amené cette photo pour montrer. C'est le jour de mon retour, le 20 mars. J'avais 37 de fièvre à l'aéroport, donc personne ne pouvait soupçonner que je portais. Si la régie peut nous balancer cette photo, elle était porteur de la maladie. Porteur sain, asymptomatique. Elle pouvait contaminer des centaines de personnes. Absolument. Mais heureusement, elle a eu la présence d'esprit de se faire confiner et de faire appel aux autorités sanitaires pour son dépistage. Rapidement. Donc, cette photo, je l'ai amenée pour dire aux gens qu'ils peuvent être avec une personne saine, mais qui est porteur du virus.
et qui peut les contaminer. C'est le sens du masque, le masque à porter. Nous vivons en communauté en Afrique. Nous vivons ensemble, nous vivons entre nous. Nous dormons entre nous. Nous sommes vraiment... C'est pour ça d'ailleurs que le confinement est très mal vu dans nos sociétés. Donc il faut absolument que les gens sachent que celui qui est à côté de vous est susceptible d'être malade. Même s'il n'a pas de fièvre, même s'il n'a absolument rien. Donc mettre le masque et avoir les gestes barrières, respecter les distances, c'est se protéger. Et protéger les autres. Et protéger les autres. Non, mais si l'autre aussi porte le masque, aussi, c'est-à-dire on se protège entre nous. Et ça, c'est extrêmement important. Je vois encore des jeunes qui vraiment ne portent pas, les femmes dans les marchés qui ne portent pas le masque. C'est une très grande responsabilité aujourd'hui de ne pas porter de masque. Hier, moi, j'ai demandé à quelqu'un, ils étaient assis en groupe, je leur demande, vous ne mettez pas les masques? Ils disent, Madame Sissoko, nous sommes fatigués. On ne peut pas être fatigué de se protéger du masque. Je vais vous dire, c'est une maladie qui est grave, c'est une maladie qui tue. Et qui est là, qui est réelle. Et c'est une maladie que vous traînez pendant des mois, même après avoir été déclaré guéri. Moi, j'ai dit que moi, je n'ai jamais fait d'hypertension. Je suis sortie guérie. Mais pendant 3 semaines, j'ai caracolé entre 16 et 18. Oui. Donc, on a dû soigner ça aussi. Donc, il faut savoir que c'est une maladie qui est grave et que si elle vient se greffer sur déjà une petite maladie que vous avez, déjà notamment les maladies respiratoires, il y a des gens qui ont de l'asthme, il y a des gens qui ont qui souffrent de sinusite, mais ça vous crée beaucoup de problèmes. Ça complique le traitement. Ça complique le traitement. Il faut vraiment que les populations prennent ça au sérieux. Il faut porter les masques, il faut se laver les mains. La population masculine ne se lave pas souvent les mains. Les femmes, avec les travaux ménagers, se lavent les mains régulièrement dans la journée, font la lessive, nettoient les ustensiles, etc. Elles lavent la maison. Donc, elles se lavent inconsciemment la main, mais les hommes le font moins souvent. Donc, je voudrais aussi attirer leur attention que les mains, il faut les laver chaque fois que vous sortez, chaque fois que vous rentrez, et que le gel ne peut pas remplacer l'eau et le savon. Tout à fait. Le gel, c'est en attendant d'arriver à un lieu pour se laver les mains avec le savon et l'eau. Ça, c'est vraiment le message que je veux passer. Alors, merci pour ces messages, Dr Makale. Je crois que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que, chers téléspectateurs, nous étions avec Dr Makale Traoré et Madame Yansani Fatmata Baldé de l'Observatoire OCAS, qui étaient donc nos invités respectifs. J'espère que le message a été perçu et le message est passé. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler encore de Covid-19 avec d'autres maladies et avec des personnes qui sont sorties guéries pour mieux sensibiliser la personne. C'est notre devoir. Donc, c'est la lutte commune de tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à l'équipe technique qui a réalisé. On se retrouve le dimanche si le propriétaire des cieux le veut bien. Allez, Merci au revoir. Beaucoup. Merci beaucoup à vous.